Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette nouvelle chaîne, l'investissement en bourse pour tous. Alors, j'ai une ambition dans cette vidéo, j'ai un objectif dans cette vidéo, c'est de vous faire gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es intéressé par la bourse, si aujourd'hui tu as envie d'investir en bourse, mais si aujourd'hui tu n'es pas au clair sur toutes les notions, cette vidéo, ça va être une énorme compression du temps puisque je veux, en l'espace d'une vingtaine de minutes, te donner les notions les plus importantes pour commencer à investir en bourse. À la fin de cette vidéo, tu en sauras plus que 95% des gens sur l'investissement en bourse, sur exactement ce qu'il faut savoir pour commencer à investir en bourse. Donc c'est un challenge et j'ai envie de le relever. Donc on est parti pour cette vidéo. Alors je voudrais commencer cette vidéo avec une phrase que je trouve assez inspirante et assez pertinente. Sur le long terme, la question de savoir qui gagne ou qui perd en bourse n'est pas déterminée par la chance, elle est déterminée par la compétence. C'est une phrase de Jack Swagger, expert des marchés financiers et auteur de nombreux ouvrages. Et cette phrase, elle nous montre une chose, c'est que investir en bourse, ça s'apprend et surtout, ça se comprend. Alors on va commencer directement avec le sommaire de la vidéo, une première partie qui sera assez courte, mais pour voir tout simplement rapidement, est-ce que la bourse est faite pour vous? Est-ce que l'investissement en bourse est quelque chose qui vous convient? Ou au contraire, est-ce qu'il faudrait mieux passer à autre chose? Deuxièmement, on verra les notions de base très importantes à connaître en bourse, les actions, les obligations, qu'est-ce que c'est la bourse, comment ça fonctionne concrètement. Troisièmement, on va aborder un sujet qui est assez clivant et sur lequel je pense que vous allez découvrir pas mal de choses par rapport à tout ce qu'on entend en général, c'est le sujet des dividendes. Quatrième point, on parlera des indices boursiers, comprendre les indices boursiers et voir à quel point ils vont nous servir, surtout dans la stratégie que je vous explique sur cette chaîne. Cinquième point, on fera un point complet sur les ETF, l'investissement idéal pour les débutants. Sixième point, on va parler du risque. Le risque en bourse, les risques en bourse et comment gérer ce risque pour éviter de perdre des sommes importantes, voire très importantes. Septième point, on va parler des frais cachés avec les banques, les courtiers. On va aussi parler d'imposition pour comprendre les bases à ce niveau-là. C'est très important parce que c'est des choses qui peuvent vous faire gagner de l'argent ou au contraire vous faire perdre beaucoup d'argent. Enfin, dans la huitième partie, on parlera de deux produits spécifiques, le PEA et l'assurance vie. Et on terminera avec la dernière partie où on verra concrètement comment on achète une action. On commence tout de suite avec le point numéro 1. Est-ce que la bourse est faite pour vous? Alors je ne sais pas si vous connaissez Benjamin Graham, vous avez peut-être entendu parler de lui si vous vous intéressez un petit peu à l'investissement. Si vous tapez Benjamin Graham sur Google et vous tombez sur la page Wikipédia, vous verrez que c'est un entrepreneur américain qui a été mondialement reconnu comme l'un des meilleurs investisseurs. Alors ça se débat avec quelqu'un comme Warren Buffett, mais en tout cas voilà, Benjamin Graham, c'est un nom que vous entendrez souvent. Et Benjamin Graham disait, je le cite, à la bourse, tu as deux choix, t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. En fait, ça résume un petit peu votre problématique à la bourse, c'est-à-dire que si vous voyez la bourse comme un moyen de vous enrichir rapidement et sans effort, de mon point de vue, vous allez au-delà de problématiques, de problèmes, vous allez miser beaucoup sur la chance et vous risquez d'être déçu. Alors que si dès le départ vous admettez que la bourse c'est un outil d'enrichissement moyen terme voire long terme, alors vous êtes dans un mindset qui est beaucoup plus adapté à l'investissement en bourse. Et donc la réponse à la question est-ce que la bourse est fait pour moi? Cette réponse c'est assez simple finalement, c'est-à-dire que si vous cherchez un moyen de vous enrichir rapidement, c'est pas pour vous. Il y a d'autres possibilités aujourd'hui pour gagner de l'argent rapidement, mais la bourse c'est clairement pas le bon moyen pour faire ça. À l'inverse, si vous cherchez un outil pour pouvoir construire votre capital sur le long terme, et c'est ce que je vais vous apprendre sur cette chaîne, alors à ce moment-là, oui, la bourse est faite pour vous. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2 où on va parler de qu'est-ce que c'est la bourse et on va commencer aussi immédiatement avec qu'est-ce qu'une action et qu'est-ce qu'une obligation. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être qu'on vous a dit certaines choses à ce niveau-là et j'ai eu envie en fait pour cette partie de faire quelque chose d'un petit peu différent, de voir les choses d'une façon un petit peu différente plutôt que de vous répéter les définitions que vous avez déjà entendues. Et pour certaines personnes qui peuvent un petit peu avoir du mal à vraiment concrétiser ce que c'est qu'une action ou ce qu'est une obligation, je pense qu'avec avec la façon dont je vais vous expliquer les choses ici, ça devrait vous permettre de vraiment appréhender très clairement ce qu'est une action et ce qu'est
une obligation. Donc pour faire ça, on va tout simplement inverser les rôles. On va considérer qu'au lieu d'être l'investisseur, vous êtes l'entreprise. Alors évidemment, l'exemple que je prends est extrêmement schématisé, mais c'est pour bien comprendre le principe. Donc imaginons que vous êtes l'heureux propriétaire d'une boulangerie-pâtisserie qui fonctionne bien. Elle fonctionne même très bien et vous voulez vous développer. Mais si vous voulez vous développer, vous devez acheter des locaux dans les villes limitrophes pour vous y installer et même créer votre propre marque de biscuits à distribuer dans toute la France et au-delà. Et pour ça, vous avez besoin d'argent. Donc là, il y a deux options. Soit emprunter à la banque comme le ferait un particulier, soit trouver des personnes qui sont intéressées et qui veulent investir dans votre projet. Mais évidemment, ces investisseurs qui sont intéressés ne vont pas vous donner gratuitement leur argent. Ils vont vous demander quelque chose en échange. Ils vont vous le donner en échange de quelque chose et ce quelque chose en échange, c'est la possibilité de récupérer plus d'argent que ce qu'ils vous ont donné à la base. Par exemple, votre investisseur vous donne 100 € s'il sait que en retour, il va pouvoir en toucher 110. Et bien ça, c'est le principe des obligations. Donc on va revenir à notre boulangerie-pâtisserie. Imaginons que vous ayez besoin de 100 000 €. 100 000 € c'est une grosse somme, il y a peu de chances qu'il y ait une seule personne qui vous prête 100 000 €. Donc vous allez diviser ça en plus petites parts, par exemple en 1000 parts de 100 €. On appelle ces parts des obligations. Vous proposez donc à vos investisseurs 1000 obligations de 100 € chacune. En échange, vous vous engagez à rembourser vos investisseurs à la date échéance de vos obligations. On peut prendre un exemple de 10 ans. Les investisseurs sont donc sûrs d'être remboursés à cette date. Et en plus, pour inciter les investisseurs à prendre ces obligations, vous allez leur verser des intérêts. Fixe ou variable, périodiquement ou en une fois, ça dépend du type d'obligation. Et au final, ça va revenir à dire que vos investisseurs toucheront plus que ce qu'ils vous ont prêté. Maintenant, il y a une autre possibilité. Si votre boulangerie-pâtisserie fonctionne vraiment très bien. Vous pouvez demander aux investisseurs de vous donner de l'argent, mais cette fois-ci, non pas en disant que vous allez les rembourser, mais en faisant en sorte qu'ils deviennent propriétaires d'une petite part de votre société. Donc ils vont devenir eux aussi un petit peu propriétaires de votre boulangerie-pâtisserie. Vous allez donc non pas proposer un titre d'emprunt, une obligation, mais un titre de propriété, une action. Et les actions vont apporter tout un tas d'avantages à leurs propriétaires. Donc parmi les avantages, droit aux informations concernant l'entreprise, droit de vote aux assemblées générales de l'entreprise et droit à une rémunération pour son investissement, c'est les fameux dividendes. On va en reparler ensuite. Donc maintenant vous avez compris le principe des actions et des obligations, vous avez compris le principe de ces titres d'emprunt, les obligations, ou de propriété, les actions. Et évidemment, ces titres-là, on ne va pas les trouver n'importe où, on va les trouver dans une place bien spécifique qui s'appelle la bourse. Donc de nos jours, la bourse, c'est une place de marché, en fait, c'est littéralement ça, une place de marché virtuelle où se retrouvent des entreprises, des investisseurs pour acheter et vendre des actions, des obligations et aussi d'autres produits. Maintenant, on va arriver au troisième point, un point assez clivant, on va dire, c'est les dividendes. Alors je vous conseille d'être assez attentif à ce point-là parce que vous verrez beaucoup de vidéos sur internet, surtout dans le domaine de la bourse, qui parlent des dividendes, qui parlent du fait de devenir rentier avec des dividendes. Donc c'est un choix personnel en fait, c'est-à-dire que dans cette vidéo je vais pas, je vais essayer de présenter les choses d'une façon objective. On va voir très concrètement, c'est-à-dire que je vais vous donner des calculs très concrets que j'afficherai ici pour que vous puissiez comprendre. Il y a notamment un principe clé à comprendre sur les dividendes et je pense qu'il y a peu de gens en fait qui sont au courant de ce principe-là et c'est tout à fait normal quand on débute, c'est normal de ne pas être au courant de ce principe, mais c'est très important. Donc on va vraiment essayer de voir une vision objective des dividendes pour que vous puissiez vous faire finalement votre propre idée. À la fin, je vous donnerai quand même mon point de vue, ma conclusion par rapport aux dividendes. Alors les dividendes, qu'est-ce que c'est déjà pour commencer un dividende? C'est très simple, c'est très simple. Les dividendes, c'est très simple ce que c'est un dividende. Les dividendes, c'est une partie des bénéfices de l'entreprise qu'elle verse à ses actionnaires. Parce qu'une entreprise qui fait des bénéfices, elle a deux choix principalement. Réinvestir les bénéfices pour qu'elle se développe encore plus, verser ses bénéfices, une partie de ses bénéfices à ses actionnaires, au prorata de leur nombre d'actions, pour les remercier de lui avoir prêté de l'argent, pour inciter aussi les gens, d'autres actionnaires, à lui prêter de l'argent ou à continuer à lui prêter de l'argent. Et donc à ce moment-là, on pourrait se dire, la bonne idée finalement, c'est d'acheter des actions d'une entreprise qui verse beaucoup de dividendes. Comme ça, je vais m'assurer une bonne retraite pour mes vieux jours. Et souvent, on pourra entendre ce conseil. Sauf que évidemment, c'est pas si simple que ça. Déjà, il faut savoir
savoir que le versement des dividendes, c'est pas une obligation contractuelle pour l'entreprise, quelle qu'elle soit. Elle peut à tout moment changer, ne verser qu'une partie des dividendes prévus, voire ne pas verser de dividendes du tout cette année, et puis même l'année d'après, puis même l'année encore d'après. Indépendamment du fait qu'elle fasse des bénéfices. C'est vraiment un choix qui lui appartient. Et ensuite, et c'est là le point très important, il faut savoir que quand une entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, le cours de l'action va s'ajuster automatiquement. C'est-à-dire qu'il va baisser immédiatement. La raison est assez simple, c'est pour éviter toute spéculation. Comme c'est un point très important, j'ai un petit peu posé les choses ici, donc on va faire un calcul ensemble pour que vous le compreniez vraiment bien parce que c'est un point essentiel. Vous avez un capital de 40 actions de 100 € chacune, soit un capital en actions de 4000 €. Vous touchez un dividende de 5 € par action. Comme une action fait 100 €, vous touchez donc 5 € de dividendes par action. Et puisque vous avez 40 actions, vous touchez donc 200 € de dividendes, 40 fois 5. Immédiatement après le versement du dividende, l'action va s'ajuster automatiquement du prix du dividende. Dans notre exemple, l'action va perdre 5 € et se retrouver directement à 95 €. 100 moins 5, 95. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pour éviter toute spéculation parce que sinon ça serait trop facile. J'achèterais des actions avant le versement des dividendes et puis je les revendrai ensuite et voilà, et tout le monde ferait beaucoup d'argent comme ça. Alors qu'évidemment, ce genre de faille aussi grosse n'existe pas. À la fin du versement des dividendes, votre capital sera toujours de 40 actions, mais ces 40 actions ne vendront plus que 95 €, qui fait donc au total 3800, 40 multiplié par 95. Et 200 € de dividendes versés en espèces sur votre compte. 3800 plus 200 égale 4000. Est-ce que vous avez gagné de l'argent avec le versement des dividendes? La réponse est non. Et c'est pas fini parce que évidemment, les dividendes que vous allez toucher sont imposables. Donc plus ou moins en fonction de votre tranche d'imposition personnelle, mais vous paierez des impôts. Donc dans notre exemple, avec les 200 € de dividendes, en imaginant que votre tranche d'impôt est à 30%, hein, c'est un exemple, mais imaginons, vous allez payer 30% de 200 €, soit 60. Ce qui fait qu'au final, vous n'avez même plus les 4000, mais en fait, vous avez 3940. Alors on va pas rentrer ici dans la bataille, les dividendes, oui, non, c'est bien, c'est pas bien. Globalement, ça va dépendre de votre stratégie. Ça dépend aussi de si vous débutez, si vous ne débutez pas. Ça dépend à quel niveau vous savez ce que vous faites. Mais ce qui est certain, et ce que je voulais vous expliquer, c'était vraiment cette notion de l'ajustement de l'action par rapport au prix du dividende versé, par rapport au dividende versé, parce que c'est une notion qu'on connaît peu, et surtout quand on démarre. Alors, pour conclure au niveau des dividendes, et dans le cadre, moi, de la méthode dont on reparlera, bien sûr, que je vous explique sur cette chaîne, ce qu'il faut bien retenir, ce qui est très important à comprendre, c'est que les dividendes que vous sortez cassent la dynamique des intérêts composés qu'on essaie de créer et donc casse la dynamique de vos gains futurs. De mon point de vue, vouloir une rente en dividende n'est pas une stratégie pertinente, surtout quand on débute. Maintenant, on va passer au point numéro 4, les indices boursiers. Alors un indice boursier, qu'est-ce que c'est? Si je vous dis Dow Jones, CAC 40, est-ce que ça vous parle? Par exemple, ça c'est deux exemples d'indices boursiers très connus. Donc à quoi servent les indices? Ils servent tout simplement avant tout à mesurer la performance de la bourse. Donc si on simplifie les choses à l'extrême, on peut dire que si l'indice augmente, c'est que la bourse est plus performante, donc que vos actions vont monter, donc que vous allez gagner de l'argent. Si l'indice diminue, à l'inverse, la bourse est moins performante, donc vos actions vont baisser, donc vous allez perdre de l'argent. Les indices sont donc un repère pour savoir si vous gagnez de l'argent ou si vous perdez de l'argent. Question suivante que vous posez peut-être, c'est pourquoi il y a plusieurs indices en bourse. La raison, elle est assez simple, c'est que vu le nombre d'actions en circulation, s'il y avait un seul indice qui suivait toutes les actions, ce serait impossible. Juste pour vous donner une idée, le montant des actions cotées en décembre 2020, ça dépassait les 100 000 milliards de dollars. Donc ça laisse un petit peu voir le nombre, voilà, le montant que ça représente. Donc du coup, on a créé plusieurs indices qui sont représentatifs du marché qu'on veut évaluer et qui réunissent des actions spécifiques. Chaque indice va mesurer la performance du marché ou du secteur qui nous intéresse et non pas la totalité des actions existantes. Alors encore une fois, je simplifie pour cette vidéo parce qu'en fait, il faudrait plutôt parler de valeur que d'actions parce qu'il n'y a pas que des actions dans un indice. Il peut y avoir des obligations et d'autres produits. Vous trouverez tout un tas d'indices qui se basent sur tout un tas de critères différents. La taille des sociétés, la zone géographique, le secteur d'activité, le type de contenu, actions, obligations, or, matières premières. Par exemple, le CAC 40, il regroupe les 40 sociétés françaises les plus importantes en termes de capitalisation. Vous avez un autre indice comme le Nasdaq qui est sur les valeurs technologiques. Vous avez le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et l'intérêt des indices aussi, c'est qu'on peut investir dessus. Alors, on peut pas investir dessus directement. Il va falloir passer par ce qu'on appelle les ETF. Et on va en parler au point suivant. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on investirait directement sur des indices plutôt que sur des actions en particulier. C'est assez simple finalement. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à investir, quelles actions vous allez choisir? Est-ce qu'on est sûr que cette entreprise ne va pas me faire perdre d'argent? C'est pas facile, surtout quand on débute et en fait même après. Et l'avantage par exemple avec le S&P 500, c'est que vous investissez sur 500 des plus grosses capitalisations américaines comme ça d'un coup avec un seul investissement sur un indice. Et donc,
On va passer maintenant au point suivant, les ETF. Alors un ETF c'est quoi? Pour faire simple, c'est un produit financier qu'on peut acheter et vendre exactement comme une action. La différence c'est qu'une action, vous allez investir sur une entreprise en particulier. Par exemple, j'achète une entreprise, j'achète une action L'Oréal, alors que l'ETF, vous investissez sur plein d'entreprises en même temps. Et en fait, les ETF, qui sont aussi appelés fonds indiciels, sont des produits qui sont constitués de manière à reproduire le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice donné. Et comme on l'a vu avant, un indice boursier, c'est un ensemble de valeurs qui va refléter une économie, un secteur, un marché. Donc quand j'investis sur un ETF CAC 40, ce qui se passe, c'est qu'avec un seul ETF, j'investis sur toutes les actions du CAC 40. On voit bien l'intérêt de l'ETF, c'est éviter de se prendre la tête avec quelle va être l'action qui va rapporter le plus, comment placer le mieux possible mon argent. Avec un seul ETF, j'investis dans plusieurs entreprises différentes qui représentent un indice spécifique, l'indice dans lequel je veux investir. Du coup, vous diminuez les risques, vous ne perdez pas tout comme si vous aviez une action dans une seule entreprise et que cette entreprise s'effondre. Vous économisez aussi des frais de courtage parce que quand j'investis dans un ETF, j'investis directement dans toutes les entreprises et j'ai pas plusieurs actions à acheter séparément. Et comme on l'a vu, un ETF c'est représentatif d'un panier de valeurs, ça permet donc de moyenner le résultat. Alors bien sûr, si une entreprise fait d'excellentes performances, ça sera lissé avec les entreprises qui performent moins, mais à l'inverse, si vous avez des entreprises qui ne performent pas du tout, ça sera lissé avec les entreprises qui performent beaucoup plus. Pour moi, les ETF, c'est vraiment l'investissement idéal quand on débute, parce que tout simplement, quand on débute, on n'a pas forcément l'expérience ni le recul nécessaire pour gérer un portefeuille boursier. Alors bien sûr, on peut se dire qu'on peut passer par un courtier, mais outre le fait que ça coûte cher, que ça rogne sur les bénéfices, c'est pas sûr non plus que leur choix soit si bon que ça. Parce que évidemment, la bourse n'est pas une science exacte et on en reparlera. Donc si on veut investir en bourse simplement, méthodiquement, avec un petit budget et limiter le risque, l'idéal c'est d'investir passivement. C'est-à-dire investir très régulièrement sur un ETF, donc sur un indice. Ça va permettre de diminuer les risques, protection par rapport aux baisses importantes, diminution des frais. Et puis vous évitez le stress et les erreurs de jugement et c'est le plus difficile à gérer quand on démarre. Alors l'investissement passif, bien sûr, comme on l'a vu au départ, c'est basé sur le long terme, mais il y a une phrase que j'adore et que j'ai écrite de Paul Samuelson, qui a été prix Nobel d'économie en 1970. Investir, c'est comme regarder la peinture sécher ou l'herbe pousser. Si vous voulez de l'excitation, prenez 800 $ et allez à Las Vegas. Alors maintenant, on va passer au point suivant, au point numéro 6. Et ce point, c'est tout simplement, est-ce que c'est risqué d'investir en bourse? Alors la réponse très courte, c'est oui évidemment, c'est risqué d'investir en bourse. La personne qui vous dit que c'est pas risqué d'investir en bourse, c'est quelqu'un qui soit ment, soit est inconscient. La bourse n'est pas un investissement à capital garanti, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous garantir votre capital, on ne va pas vous dire ok, quoi qu'il se passe, vous gardez votre capital. Non, la bourse, vous pouvez perdre votre capital, c'est-à-dire que vous pouvez perdre une partie ou la totalité de l'argent que vous avez investi. Évidemment, c'est ce qui fait peur et évidemment, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo de présentation de cette chaîne. C'est un des blocages qui retient beaucoup de personnes d'investir en bourse. C'est le fait de dire, ok, j'ai investi, je prends des économies sur de l'argent que j'ai durement gagné. Qu'est-ce qui se passe si je perds tout? Qu'est-ce qui se passe si je perds complètement l'argent que j'ai durement gagné, que j'ai investi pendant des mois, voire plusieurs années? Alors, pas de panique, on va voir comment on peut faire. Alors, le but n'est pas de supprimer le risque totalement, parce que tout simplement supprimer le risque totalement c'est pas possible, sinon ça veut dire qu'il n'y aurait pas de risque, mais on va voir comment on peut limiter un maximum ce risque. Alors pour limiter ce risque, il faut comprendre déjà pour commencer d'où vient le risque en bourse. Il y a deux risques principaux en bourse. Premièrement, c'est ce qu'on appelle le risque spécifique. Donc le risque spécifique, comme son nom l'indique, il est spécifique à une entreprise, à un secteur, à une zone géographique, à un type de produit. C'est pas très compliqué à comprendre. Si vous investissez dans une entreprise, une seule entreprise, on va reprendre l'exemple que je vous ai donné avant, l'entreprise L'Oréal, ou même que vous investissez dans un seul secteur comme les nouvelles technologies, comme s'il a pu se passer dans les années 2000, ou dans une zone géographique, les entreprises françaises, il y a une crise massive en France, ou que vous n'avez investi que dans un seul produit, par exemple les crypto-monnaies, vous prenez un risque. Vous prenez un risque spécifique à cette entreprise, ce produit, cette zone géographique. Si on prend une seule entreprise, que j'investis tout dans une seule entreprise, c'est très simple à comprendre que si l'entreprise s'écroule, mes économies, mon investissement plutôt en l'occurrence s'écroule avec l'entreprise. Ce risque spécifique, il faut y faire attention parce que vous risquez de perdre beaucoup, voire tout. Le deuxième risque, c'est le risque de marché. Alors ici, on parle d'un risque plus global qui regroupe finalement tous les risques qui sont liés à l'évolution des conditions d'un marché. Donc par exemple, le risque de bourse, c'est
le crash boursier. Dans un crash boursier, il y a toutes les actions des entreprises qui baissent. Il n'y a aucune entreprise qui peut échapper à ça, c'est pourquoi c'est un risque qui est global et en plus qui est très voire quasiment impossible à anticiper. Alors maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on s'est fait un petit peu peur, maintenant qu'on s'est dit bon voilà il y a des risques, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour limiter ces risques? Alors premièrement évidemment il y a la diversification, plus je suis diversifié, moins je m'expose aux risques spécifiques, et puis il y a l'investissement évidemment régulier, où j'investis quoi qu'il se passe, puisque sachant que le marché va monter ou va descendre, le marché fluctue, ça va me permettre justement de lisser ce risque. Maintenant, on va passer au 7e point, c'est-à-dire les frais cachés et les impôts. Quand on investit en bourse, et là c'est vraiment quelque chose auquel on pense peu, voire très peu quand on débute, c'est tout ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler les frais cachés ou en tout cas semi-cachés et évidemment la fiscalité. Et ça peut jouer un rôle très important à la baisse évidemment sur vos résultats, sur votre rendement sur le long terme. Donc on va essayer de voir globalement comment ça se décompose. Donc il faut savoir qu'en France, hormis certains types de livrets d'épargne réglementés, je pense au livret A, tous les produits financiers sont imposés. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est les plus-values, les gains qui sont imposés, pas tout l'argent que vous mettez dessus. Heureusement, vous allez me dire. Alors avant le 1er janvier 2018, c'était très compliqué parce que ça dépendait des placements, ça changeait. Maintenant, c'est plus simple. Depuis le 1er janvier 2018, c'est quelque chose qui s'est beaucoup simplifié. Ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, donc le PFU. Alors PFU, vous n'avez peut-être pas déjà entendu parler, mais flat tax, c'est sûrement un mot, c'est en anglais que vous avez déjà entendu, qui est de 30% et qui est appliqué à tous les placements de revenus financiers. Donc si on veut vraiment rentrer dans le détail, je l'ai noté, il y a un prélèvement forfaitaire de 12,8%. Et puis il y a des prélèvements sociaux pour un total de 17,2 avec CSG 9,2, CRDS 0,5 et prélèvement de solidarité 7,5. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg. L'imposition, la partie visible. Mais il y a aussi une partie invisible à laquelle on s'intéresse peu quand on débute, c'est tout ce qui concerne, comme je vous ai dit, les frais semi-cachés des banques ou des courtiers qui vont venir grignoter votre rendement. Alors ces frais, ils ont un but, c'est de rémunérer les intervenants quand ils interviennent, mais vous allez voir que ces intervenants peuvent se rémunérer plutôt grassement. Donc voilà une petite liste. Alors c'est pas exhaustif, mais c'est voilà, on va pas rentrer dans le sur-détail, dans le détail du détail du détail. Je ferai d'autres vidéos plus spécifiques sur différents produits, mais on va voir quelques frais auxquels il faut faire attention. Premier frais, les frais de courtage. Donc là c'est simple, c'est les frais qui sont prélevés à chaque transaction, achat ou vente. Donc ils peuvent être soit proportionnels à la transaction, par exemple 1%, ou forfaitaires, 2 € par transaction, quel que soit le montant. Deuxièmement, les frais de garde ou droit de garde. C'est des frais qui sont liés au dépôt d'une valeur sur un compte et qui sont prélevés par l'établissement qui garde vos valeurs. Ils varient selon la composition du portefeuille, c'est-à-dire le nombre de lignes qu'il contient. Troisièmement, les taxes sur les transactions financières. 0,30% du montant des transactions. Mais ça concerne que l'achat de très grosses sociétés qui ont leur siège social en France. Alors maintenant, vous avez des frais qui sont liés plus particulièrement à l'assurance vie. On va en reparler ensuite de l'assurance vie. Les frais de gestion qui sont proportionnels au montant placé sur votre assurance vie. Entre 0,35% et 1% sur les fonds en euros, et entre 0,6 et 1,2% sur ceux en unités de compte. Cela, il faut faire vraiment attention parce que c'est très progressif, mais ça devient très significatif sur le long terme. Les frais d'entrée, quand vous souscrivez à un contrat d'assurance vie, les frais de versement qui sont pris à chaque versement sur votre contrat, entre 0 et 5% des frais. C'est pour ça que les contrats d'assurance vie, il faut vraiment faire attention quand vous choisissez votre contrat. Donc voilà, on va s'arrêter là. Il y a d'autres frais, il y a aussi les frais de banque, mais là ici le but c'est pas de faire une formation, une vidéo sur les frais. Le but c'est surtout de mettre le doigt sur quelque chose qui peut vraiment faire baisser votre rendement sur le long terme. Alors maintenant on va parler du PEA et de l'assurance vie. Donc on vient de voir que pour limiter les frais, il fallait faire attention quand on choisissait sa banque ou quand on choisissait son courtier. Plutôt s'orienter vers des prestataires en ligne qui en général sont beaucoup plus compétitifs sur les frais. Mais c'est aussi possible, et là ça devient très intéressant, de minimiser le poids de la fiscalité. Comme on l'a vu avant, 30% sur tous les gains des produits financiers depuis le 1er janvier 2018. Et pour ça, il y a deux produits, le PEA et l'assurance vie. Alors attention évidemment, je le dis, mais ça tombe un petit peu sous le sens parce que comme on l'a vu avant, la bourse c'est un investissement long terme, mais attention quand même parce que c'est intéressant que sur le long terme, parce que ces produits ne donnent que des avantages au bout de 5 ans pour le PEA et au bout de 8 ans pour l'assurance vie. Alors on va commencer par l'assurance vie qui est réputée pour être le placement préféré des Français.
tous les Français ont une assurance vie. On a vu aussi pendant la crise du Covid les placements sur l'assurance vie qui explosaient. Donc au niveau de l'assurance vie, fiscalement parlant, il vaut mieux pas faire de retrait avant 8 ans puisqu'ils seront imposés à 30% comme on l'a vu. Maintenant, si vous avez une tranche d'imposition faible, par exemple 11%, vous pouvez ne payer que les prélèvements sociaux sur ces retraits, soit 17,2%, et ensuite ajouter leur montant à leurs revenus. Ils seront donc taxés à 11% dans cet exemple. Évidemment, plus la tranche d'imposition est faible, mieux c'est. À partir de 8 ans, c'est beaucoup plus intéressant puisque vous avez déjà un abattement de 4600 si vous êtes tout seul ou de 9200 si vous êtes en couple. Donc si vos retraits sont à moins de 4006 ou moins de 9002, vous ne payez pas d'impôt. Et au-delà, vous allez payer de toute façon les prélèvements de 17,2%, les prélèvements sociaux, ça bouge pas. Et ensuite, soit un prélèvement forfaitaire de 7,5% au lieu de 12,8% avant 8 ans, soit une imposition à votre barème d'impôt sur le revenu. Maintenant, le PEA. Donc le PEA, pour rappel, plan d'épargne en action. C'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir en bourse, tout simplement, parce que vous pouvez y déposer tous vos titres, actions, obligations, ETF, etc., etc. Au niveau de la fiscalité, le PEA, la deadline, c'est 5 ans. Avant 5 ans, c'est 30%. Et il faut savoir que, sauf cas très particulier, si vous reprenez l'argent avant 5 ans, le PEA sera clôturé. Et si vous retirez après 5 ans, vous ne payez que les prélèvements sociaux, soit 17,2%. Pas de prélèvement à 12,8%, pas d'impôt sur le revenu, rien du tout. La seule chose à savoir, c'est que l'investissement sur le PEA il est limité en termes d'investissement, donc du capital que vous y mettez à 150 000 €. Mais bon, c'est déjà pas mal. Le conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est de rapidement ouvrir un PEA et ou une assurance vie, tout simplement pour pouvoir directement enclencher le compteur dès 8 ans ou dès 5 ans. Et maintenant, on va parler du dernier point, c'est le fait d'acheter une action concrètement. Alors, je voulais juste parler de ça assez rapidement. Je referai des vidéos où je prendrai vraiment, où je vous montrerai sur mon écran très concrètement comment on fait. Vous pourrez le faire avec moi. Mais là, j'ai simplement eu envie de faire une petite partie là-dessus parce que vous savez, ce qui peut faire un petit peu peur, c'est cette idée de se dire, ok, acheter une action, qu'est-ce qui va se passer, ou acheter un ETF, comment ça se fait, comment je fais ça, c'est compliqué. Et ce que je voudrais vous dire tout simplement, c'est que si vous êtes capable d'acheter un produit sur Amazon, c'est-à-dire d'aller sur Amazon, de taper le nom du produit sur la barre de recherche et ensuite de regarder le prix du produit et de l'acheter. Et en fait, acheter en bourse, c'est exactement pareil. Alors je vous mettrai un petit screenshot de l'outil que je peux utiliser. Donc par exemple sur Boursorama, qui est un outil qui fonctionne vraiment très bien, le trading board sur Boursorama, où c'est vraiment très simple puisque vous avez tout simplement à trouver votre ETF. Donc vous pouvez récupérer le code sur Google de votre ETF ou directement taper le nom sur Boursorama, mais c'est plus sympa, voilà, c'est plus facile, ça va plus vite avec un code. Une fois que vous avez ce code, vous allez pouvoir voir l'ETF, vous sélectionnez l'ETF, vous allez pouvoir voir à quel prix, si vous voulez l'acheter, à quel prix il se vend. Donc vous indiquez tout simplement un prix maximum sur lequel vous allez vouloir acheter votre ETF, c'est un ordre limité. Et voilà, tout simplement, vous cliquez sur acheter et vous allez pouvoir acheter cet ETF. Ça fonctionne exactement de la même façon pour les actions, etc. Donc c'est vraiment très simple d'acheter une action. Il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, si vous êtes capable d'acheter sur Amazon, vous êtes capable d'acheter une action, d'acheter un ETF, d'acheter une obligation, que ce soit sur Boursorama, que ce soit sur n'importe quel autre trading board. C'est vraiment quelque chose de très simple et je ferai très bientôt une vidéo dédiée à ce sujet. Donc pour conclure cette vidéo, évidemment investir en bourse peut faire peur parce que comme on l'a vu, il y a un risque et le risque c'est de perdre l'argent qu'on a investi, donc ses économies durement gagnées. Et justement, le but sur cette chaîne, c'est de vous expliquer, de vous apporter les éléments de compréhension nécessaires pour que vous puissiez investir avec une bonne stratégie et augmenter significativement votre patrimoine sans prendre des risques démesurés en limitant le risque. Et évidemment aussi comprendre que la bourse est un investissement long terme et qu'il faut impérativement éviter ce qui a l'air trop beau ou trop alléchant. Donc si vous voulez aller plus loin maintenant, si justement ça vous intéresse de commencer à investir en bourse, je vous ai préparé un e-book qui est entièrement gratuit. Cet e-book, j'ai appelé le guide de l'investisseur, 9 étapes pour réussir en bourse même quand on débute. Et donc cet e-book, c'est un ensemble de 9 étapes si vous débutez pour vraiment, je vous prends par la main et je vous montre exactement ce qu'il faut faire, exactement la stratégie à mettre en place pour commencer à investir en bourse. En tout cas, moi, la stratégie que je vous propose sur cette chaîne, l'investissement méthodique, d'investissement passif, dont le but est de construire votre patrimoine et votre aisance financière sur le long terme. Donc si ça vous intéresse, cet e-book il est 100% gratuit, c'est le premier lien dans la description, vous cliquez sur ce lien, vous rentrez votre adresse email et l'e-book arrivera immédiatement à l'adresse email que vous aurez indiquée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!